Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à une autre édition de 11 Montréal. On enregistre le 14 juin 2023. Frédéric Laure avec vous en compagnie du capitaine, éternel, Monsieur Patrice Bernier. Bonjour Patrice. Bonjour Frédéric, bonjour à tout le monde. Voilà, tu t'es mis en mode de soirée, tandis que Vincent Destouches, c'est en ligne avec sa personnalité aussi. Il s'est mis en mode party, célébration. Salut Vincent. Non, c'est Rio de Janeiro. Ça. Ah mince, je me suis trompé. Non, je voulais Jésus Rédempteur. En tout cas, désolé. C'est pas clair, hein. Faudrait que, parce que Jack Grealish, c'est lui qui est derrière toi. Faudrait refaire, en quelque sorte, la temporalité de ses photos aussi. Parce que là, il est torse nu, mais aussi il a remis son maillot de Manchester City plus tard. Il y a des gens qui disaient que c'est pas changé en 24 heures aussi. Faudrait tout revoir exactement comment ça c'est. Bon. Non. Faudrait pas tout revoir. On a tout vu déjà. Passons autre chose, s'il vous plaît. Je pense que les 48 dernières heures de Jack Grealish ont été plus documentées que tout ce qu'il a fait dans toute la saison. Laissez-le se reposer et reposons-nous aussi. Man City a gagné. Bravo. On tourne la page maintenant, s'il vous plaît. Ouais, parlant de repos, c'est le lien ténu que je vais faire, mais le CF Montréal a du repos aussi en ce moment parce qu'on est arrivé à la mi-saison. C'est la mi-saison pour l'ensemble de la MLS, mais c'est pas tout le monde qui justement prend un break. En ce sens, il y a des matchs, un match ce soir, mercredi 14 juin. Vous l'écoutez peut-être après là. Mais il y a un match LAFC de Dynamo de Houston ce soir qui a une revanche entre les deux. Pour ceux qui jouent au fantasy notamment, c'est important. Je dis ça parce que notre monteur Kevin Laramé est producteur. On va écouter ça. Là. Je lui signifie qu'il doit faire son équipe ce soir. OK. Pat, on va commencer par toi. Je veux savoir parce que quelle équipe du CF Montréal, l'équipe de l'Osada, quelle est-elle vraiment, en fait? C'est ça la question. Est-ce que c'est celle du début d'année, celle où on a connu plus de succès, notamment en championnat canadien? Je veux quand même remettre en perspective, là. Est-ce qu'elle est lancée, cette équipe-là, depuis le mois de mai, en championnat seulement, en MLS? C'est 4 victoires, 3 défaites et 1 match nul. Les 4 victoires, je veux pas diminuer, mais c'est pas contre 4 grosses cylindrées. Orlando, Toronto, Miami, Minnesota. Les 3 défaites, Cincinnati, Red Bulls, Philadelphie, c'était à l'extérieur aussi, avec des circonstances particulières, notamment avec Philadelphie. Et 1 match nul, celui qu'on était allé voler à DC en fin de rencontre. Bref, cette équipe-là est partie. Cette équipe-là fait partie des 9 meilleurs dans l'Est qui vont... En fait, est-ce qu'elle va faire les séries à ce rythme-là, d'après toi? Bien, à ce rythme-là, si elle continue à performer comme elle fait à domicile, ben, je vois pas comment, parce que, tu sais, oublions pas, il y a 9 places. Tu sais, on se rappelle, on a déjà documenté ça à travers le 11 Montréal, à travers les années. Pour faire les séries, ça prenait 47, 48, 49 points dépendant de la saison. Là, avec 9 places, ça va prendre quoi? 45, 46. Et s'ils gagnent continuellement à domicile, ben, ils vont enchaîner, ils vont engendrer assez de points pour être 8 ou 9e. Ouais. Et présentement, c'est tout ou rien avec le CF Montréal, on dirait. Parce que ils gagnent à domicile, mais c'est comme l'inverse à l'extérieur. Donc, et il y a très peu de matchs nuls, il y en a juste un. C'est une équipe que tu sais que quand ça finit, il y a un gagnant ou il y a un perdant. Il n'y a pas de demi-mesure avec le CF Montréal quand ça vient à cette saison MLS. Mais je vais te dire une particularité que j'ai remarquée. Expected goals, buts projetés à domicile, à contre, ils sont 3e dans la ligue. Derrière Red Bulls puis LFC, avec 6,8 buts. Mais ils ont juste accordé 3 buts. Donc, ça veut dire que, quelque part, Jonathan Sirois a sûrement fait quelques arrêts ou bien l'adversaire... OK, les buts projetés contre, c'est ça que tu veux dire? Oui, les buts projetés contre sont... Ils auraient dû, en quelque sorte, 6,8, c'est à peu près 7 buts qu'ils auraient dû encaisser. Ils en ont encaissé 3, donc il y a quelqu'un qui a été soit chanceux ou qui a fait des miracles. Oui, exactement. Fait que soit Jonathan Sirois, on sait qu'il a quand même fait 1 ou 2 arrêts, mais il y a des matchs où l'adversaire a peut-être manqué d'un but flagrant aussi. Puis là, quand tu regardes les buts projetés, donc ceux qui ont marqué, qui devaient marquer, c'est 8,2, mais ils ont marqué 14 buts. Donc, ça te dit que quelque part, donc, oublions pas qu'il y a les centres aériens, c'est considéré plus difficile, donc t'as moins de expected goals, vu qu'un but vient à la tête, parce qu'on considère que tes chances de marquer sont moins grandes que quand tu es dans l'axe avec le ballon au pied. Donc, ça démontre qu'ils ont quand même
ben, ils ont surpassé le nombre de buts qu'ils étaient supposés de marquer à domicile. Mais quand tu fais le penchant à l'extérieur, ben, leur but projeté, but marqué, c'est 9,9. Et ils ont juste marqué 5 buts. Donc, ça dit qu'à l'extérieur, manque de finition complète. Ils ont marqué plus de chances à l'extérieur qu'à domicile, mais ils en marquent clairement 3 fois moins quasiment. C'est drôle ce que tu dis parce que je m'étais mis une note, j'ai dit justement, ils sont excellents à 6 victoires, une défaite à domicile, puis ils sont putrides à l'étranger. J'ai dit, il y a quelque chose qui va se niveler aussi. Et de chaque côté, c'est exactement ce que tu nous dis, c'est que probablement on va pas maintenir ce rythme-là à domicile, puis on va pas nécessairement tout le temps perdre aussi à l'étranger. Vincent, en ce sens-là, je veux, moi, revisiter le Losada Ball. Est-ce que le Losada Ball, est-ce qu'on y est, là? Est-ce qu'on est dans le Losada Ball? Est-ce qu'il y a vraiment une identité? Qu'est-ce que t'en penses à ce moment-ci de la saison? Non, et justement, je prends ta question au bon, puis juste complétée par la précédente, parce que pour moi, elles sont liées. C'est, tu sais, quand tu dis, je veux pas diminuer les succès du CF Montréal, tu le fais quand même un peu, mais je veux dire, dans un format où tu as 9 équipes qui se qualifient en séries éliminatoires sur 15, tu vas pas terminer 8e ou 9e en battant tous les cadors. C'est le format qui permet ça. Quand tu te qualifies 8e, 9e, voire 7e, t'es la meilleure équipe ou les meilleures équipes de la deuxième partie de tableau. T'en auras des défaites, t'en auras même pas mal. Fait que le format fait en sorte que tu as des équipes moyennes qui vont se qualifier. Puis il faut que tu les gagnes, ces matchs, face au 15e, 14e, 13e, 12e. C'est comme ça que tu vas te qualifier. Fait que tant mieux si le CF Montréal y est arrivé. C'est là où justement les Chicago, les New York City pour l'instant, Toronto et compagnie n'y sont pas arrivés. Et c'est correct. C'est pas une équipe de haut de tableau. Et c'est un peu ça, c'est ça que je vais faire le lien avec ta question. C'est ça qui m'étonne. Moi, à la mi-saison, je reste surpris, un peu déçu et intrigué par ce que je vois. Parce que je ne m'attendais pas à ce qu'on soit à ce point peu dans la continuité de ce qui a été vu auparavant. On est clairement dans un nouveau projet de jeu, là. Clairement. Et donc, ça fait en sorte, la conséquence, c'est que les besoins sont différents, les attentes en termes de jeu, de profil sont différents, et que tu es vraiment dans l'année 1 d'un nouveau cycle. T'es pas dans la continuité de 2022. Et rappelez-vous, l'an 1 de Thierry Henry, pas de série. L'an 1 de Wilfried Nancy, pas de série non plus. Fait, il y aurait pas une si grande surprise que ça dans un nouveau projet, parce que c'en est un à mes yeux, qu'il le rate. Il le rate de peu, mais peut-être qu'ils vont le faire en 7e, 8e, 9e. Mais honnêtement, en début de saison, quand tous les analystes américains disaient ils vont terminer dernier, moi, puis vous aussi, les gars, on disait ça n'a pas de sens. Sur l'équipe de 2022, t'as quoi? T'as 7 ou 8 titulaires qui reviennent en 2023. Il devrait y avoir quand même un socle qui reste, un peu de continuité et des changements cosmétiques qui fait en sorte que le CF Montréal se maintient à un bon niveau. Pas tout en haut comme l'an dernier, mais un bon niveau. C'est pas le cas parce que les changements sont vraiment, vraiment en profondeur. Donc moi, je vois ça, même pas à court terme, je vois à moyen terme. Je pense déjà à l'année 2, au changement que veut faire Losada, parce que quand tu vois les profils qui se révèlent sous Losada, c'est quoi? Campbell, bon, Herrera, on s'y attendait, Chouanière, Lassiter, Ibrahim, c'est des gars qui pulsent là, c'est des mecs verticales, c'est des gars dynamiques, certains gars d'ailleurs, comme Ibrahim, qui n'étaient pas des gars de Wilfried Nancy, qui ne pouvaient pas. Ibrahim était plus loin dans la hiérarchie. Je pense que j'étais devant lui en termes d'attaquant, je pense, dans le système de Wilfried Nancy. C'est dire, parce que, je veux dire, toi aussi, tu aurais pu faire la célébration Brogui. Ben oui. Ben oui. Les gens pensent que je vais avoir un enfant éminemment. Mais bon, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Non, mais Pat, OK. Et voilà. C'est intéressant ce que tu dis, mais et là je vais mettre Pat Bernier dans une position difficile, mais là au début de l'année, Olivier Renard dans sa communication avait dit c'est pas grave Wilfried Nancy qui s'en aille, c'est mon équipe, puis je le remplace par un entraîneur qui va juste apporter des changements, des minuscules changements, puis on va continuer dans cette rythme-là. C'est pas vrai ce qu'il nous a dit, c'est un autre entraîneur, c'est une autre équipe. D'ailleurs, ils l'ont dit eux-mêmes, les 2 matchs de 5-0 puis 4-0, là, les défaites contre Vancouver et Nouvelle-Angleterre, ils ont dit, ça a été le traumatisme, ça a été le fond du baril qui nous a fait dire, OK, on n'est pas l'équipe de l'an dernier. Est-ce qu'il nous a un peu... est-ce que c'était de l'intox en nous disant, hey, c'est mon équipe, c'est ma structure, l'entraîneur n'a pas rapport? Je sais pas pour tout le monde, mais moi, quand Hernan Losada est venu, moi, j'ai compris que ça allait pas être le football Wilfried Nancy, là, ou du moins le football de construction. C'est la donne du coach d'avant. Donc, Olivier Renard, peut-être, puis je crois qu'en même temps, c'est ce qui a créé un peu le départ de saison. C'est qu'on a voulu, peut-être qu'Hernan Losada a voulu maintenir une certaine base de ce qui a été travaillé avant et apporter sa sauce. Puis finalement, ça a apporté plus de confusion.
Et là, maintenant, comme il l'a dit Vincent, on voit un peu plus son type d'équipe, qui est puissance, verticalité, et oui, les profils des joueurs, parce que les matchs que pour moi, ils ont été plus dangereux, pas nécessairement où ce qu'ils ont gagné, c'est quand tu avais Lassie en avant, Ibrahim, Mason Toy, ça te dit, wow, avec des gars qui vont vite vers l'avant, si tu vas vite, ton jeu vite vers l'avant, tu vas avoir des occasions et tu as des profils plus en dynamisme, puissance, vélocité, comparativement à peut-être avant, parce que c'était plus en joueur, jouer entre les lignes, peut-être qu'un Milevic, justement, là, lui, il se retrouve un peu perdu, puis peut-être un Duke aussi s'est perdu les dernières semaines parce que lui, il veut jouer, puis les autres, ils veulent juste aller rapidement vers l'avant. Donc, en ce qui a été présenté, et ce qu'on disait qui était une continuité, moi, certainement, quand j'ai vu Hernan Losada arriver, j'ai dit, ben, ça va pas, je sais pas ce qu'il va faire, Losada, mais il pourra pas maintenir. Parce que les joueurs vont être perdus en vouloir conserver puis jouer lentement, puis lui vouloir jouer rapidement vers l'avant et d'aller le plus vite vers le but. Là, on voit vraiment un peu plus son type d'équipe Hernan Losada. Donc, non, plus Thierry Henry à Wilfried Nancy, là, tu as vu une continuité. Parce que tu voyais que c'était jouer de l'arrière, 3-4-3 ou 3-4, comme on veut l'appeler. Et là, à Wilfried Nancy, on a senti, OK, il a juste apporté ça à une autre coche de ce qui était présenté. Là, avec Hernan Losada, c'est peut-être la même type de formation au niveau de joueur en défense, mais c'est pas le même type de jeu. Non, on veut clairement aller vite. On veut vite aller vers l'avant et tant qu'à même, je veux dire, être brouillon dans le jeu, parce que jusqu'à maintenant, moi, l'ADN, l'identité de cette équipe-là, je suis pas capable de la décerner comme des tendances. Je sens qu'on dirait que dépendant le personnel qui est sur le terrain, ben, on a le match qui nous vient devant nous. Oui, il y a ça. Losada, il est réaliste. Lui-même, juste pour redire par rapport... je comprends un peu les circonstances dans lesquelles Olivier Renard a dit ça en disant « change mon entraîneur », mais ça n'a pas rapport, le projet sportif reste. Mais lui-même, Losada le dit, il dit « moi, c'est pas nécessairement une équipe qui est à ma mesure. C'est pas une équipe qui est bâtie pour jouer le football que je veux jouer. » C'est lui-même qui le dit texto dans plusieurs de nos rencontres aussi. Vincent, veux-tu là-dessus ou peut-être sur la fenêtre des transferts qui s'en vient? Parce que moi, je voudrais la fenêtre des transferts deuxième en MLS. S'en vient, 5 juillet, et elle referme le 2 août aussi. On n'est pas habitué nécessairement à avoir beaucoup d'ajouts, mais je pense qu'il y a peut-être un besoin d'ajouter quelque chose. S'il y avait une place, un poste, un type de joueur à prendre, un seul, ce serait où? C'est quoi le besoin urgent dans les circonstances? Est-ce qu'on est capable de le cerner, tu penses? Moi, j'en ai plusieurs, mais comme je te dis, je réfléchis un peu différemment parce que pour moi, c'est l'an 1 et je commence à voir à peu près ce que Hernan Losada veut faire. Fait que moi, je pense pas seulement à la deuxième partie de 2022, je pense aussi à 2023. Je pense que quand même, le mercato d'été est celui où tu auras le plus d'opportunités pour renforcer ton équipe et construire déjà 2023. Personnellement, à voir ce que je vois de 2024. Tu parles, c'est ça. Pour construire 2024, en fait. 2024, pardon. Ce que je vois sur le terrain, je pense pas qu'avec Losada et en voyant ce qu'on voit depuis des mois, je suis pas certain que la défense à 3 soit le plus approprié. Parce que il n'y a pas une si grande solidité défensive. Le pressing est peu efficace. Il y a une verticalité qui est parfois caricaturale. Et il y a un déficit dans la construction, dans les réseaux de passes qui fait que, et Pat l'a évoqué, tu finis par perdre un joueur qui est amené à être le cerveau du jeu. Tout le monde n'est pas obligé d'être des gars qui pulsent. Duke va être le cerveau. Mais là, en l'occurrence, c'est un mec qui va se démarquer plus par la passe que par la course, par les combinaisons que par le volume. Donc, je pense qu'à un moment donné, tu perds un peu de la qualité, tu peux pas en soutirer la quintessence. Moi, je pense qu'il a besoin d'être mieux entouré pour être meilleur, tout simplement. C'est pas lui tout seul qui va révéler le CF Montréal. Donc, je préférais un joueur de plus devant le ballon. Je pense que si tu passes dans un 4-2-3-1, par exemple, ça peut être un 4-3-3 en fonction des profils et comment tu veux faire le triangle, tu vas tout aussi bien quadriller le terrain. Je pense que tu peux défendre très bien, meilleur pressing devant et plus de joueurs offensifs rapides comme le veut Losada. En ayant ça en tête, ça conditionne un petit peu mon mercato. Mais si tu veux une réponse à ta question, quelque chose qui peut fonctionner à la fois dans le système là, parce qu'ils vont pas, je pense pas qu'il va changer de système pendant l'été, qui peut à la fois fonctionner là et pour 2024 où moi j'envisagerais un changement de système. En fait, j'ai 2 postes. Le premier, c'est, je vais le dire, parce que tout le monde le pense aussi, attaquant. C'est-à-dire que je sais pas ce qui va arriver avec Kyoto à la fin de l'année. Je sais pas s'il reste ou s'il part. Moi, je le garderai personnellement et j'espère que Renard est capable de faire un peu de sa magie dans les prolongations avec un contrat relativement raisonnable. Mais à ce stade de sa carrière et vu les blessures qui se répètent,
tu lui fais prendre un petit pas de recul. Tu l'utilises un peu plus judicieusement. Il peut jouer soit devant, soit sur les ailes. Ça me va. Il va quand même contribuer à 15-20 passes l'an prochain si tu arrives à avoir un salaire raisonnable. Ça me va très bien. Tu auras des besoins sur les ailes également. Mais faire peut-être un petit peu de ménage devant pour amener un buteur confirmé. Ce que tout le monde veut. Mais moi, je parle pas nécessairement d'une superstar. C'est quelque chose qui, dans l'esprit, était la signature de Björn Janssen il y a 2 ans. C'est-à-dire quelqu'un qui a 29 ans, je pense, qui a roulé sa bosse un petit peu partout. Ou Hébert. Prenons Hébert à New York City lorsqu'il est arrivé en 2018-2019, parce que je sens que je vais perdre du monde avec Björn Janssen. Hébert, 28 ans, joueur TAM. Boum! T'as pas besoin d'aller chercher, Lionel Messi, idéalement, si tu veux, mais bref, t'as pas besoin d'aller chercher ce genre de joueur-là. Buteur confirmé. Lionel Messi, il ne fit pas dans le projet, OK? Ouais, non, ouais. Et l'autre, je dirais un numéro 8, parce que Chouanière, il est unique dans l'effectif. Et ça, c'est un problème. Parce que il joue tellement, et il court tellement, que lui-même se fatigue, ça se voit qu'il est fatigué, et il devient moins lucide techniquement, et il est un peu moins bon dernièrement. Tu dois doubler ce profil-là. Il y a personne d'autre qui a ce profil-là dans l'effectif, et Losada a besoin de ce box-to-box. Il a besoin de ça dans son jeu. Et je pense aussi que ça va aider un Douk, par exemple. Fait attaquant, buteur confirmé et numéro 8. Mais si je vais rajouter un dernier truc, en pensant à 2024, il te faut un arrière gauche. C'est ça. C'était mon premier aussi. T'as pas d'arrière gauche. T'as des pistons gauche. T'as Lapalainen, qui est pas vraiment un piston, mais bon. Quizera, t'as Lassiter, t'as Chouanière qui peut dépanner. Il y a personne qui est défenseur de métier là-dedans. Zéro. Fait qu'il te faut un arrière gauche pour pouvoir jouer en 4-2-3-1 si tu veux. Et c'est pas une priorité, mais à terme, si tu penses comme ça, il te faudra un autre ailier. Il te faudra un autre ailier parce que là, c'est un peu court. T'es dans la refonte, il va falloir appeler le contracteur bien vite là, pour. C'est pas ouais. Mais en même temps, est-ce qu'il y a 2 défenseurs? Parce que Herrera peut jouer à droite dans une défense à 4. Campbell, je pense, peut jouer dans une défense à 4. Qui d'autre peut jouer? Corbeau? Dans une défense à 4? Tous les défenseurs centraux, normalement, peuvent jouer à 4. Camacho, ça fait des années qu'il dit qu'il tripe pas dans une défense à 3, qu'il préfère jouer à 4. OK, d'accord. Pat, t'es d'accord là-dessus? Tu veux-tu rebondir? Moi, j'avais latéral gauche, hein. Puis, en fait, arrière gauche. Oui, c'est parce que les premières choses qu'on a entendu Hernan Losada dire, j'ai pas de gaucher à gauche. Même si on savait qu'il avait Carmel Miller puis qu'il pouvait peut-être le mettre à gauche. Et là, Lassiter est comme là par défaut. Il est arrivé, ça a bien fonctionné, puis on a trouvé le gars qui peut mettre des centres à gauche, qui est comme un peu le piston gauche. Et puis qu'on n'a pas vu Quizera. Pourtant, au camp, il semblait avoir bien fait, mais la blessure l'a vraiment rétrogradé plus bas, puis qu'on le voit vraiment pas là. Il est même pas dans l'effectif de match et souvent dans les estrades en étant en santé. Mais on a essayé Iliadis aussi. Donc moi, je vois à gauche. Je vois milieu offensif. Parce qu'il y a des contrats qui terminent. Et Hamdi, je pense que c'est sa dernière année de contrat. Milevich, il va lui rester 1 année. Et donc, si il ne joue pas maintenant, ils sont pas des solutions maintenant, ben clairement, Hernan Losada ou Elvie Renard, tu dois commencer à penser, est-ce qu'on a un autre joueur qui peut soit jouer avec Douk, parce qu'on est allé chercher pour qu'il joue ce rôle-là, ou être peut-être celui qu'on fait confiance en numéro 10. Puis tu l'as vu, les derniers matchs, c'est le seul poste on dirait qu'à chaque match, Hamdi, Douk, Chouanière, Milevich, c'est un poste que tout le monde a roulé puis qu'il n'y a personne qui est resté là longuement. À part que Douk a bien fait puis qu'il a un peu baissé. Mais moi, je vois comme milieu à l'attaque potentiel, mais ça dépend de ce qu'on va faire avec Kyoto. OK. Je t'interromps, Pat, parce que juste pour revenir à cette idée-là, parce que l'idée c'est intéressant, vous l'aurez entendu ici, je pense. Jouer à 4 pour le Sada, c'est une solution, c'est très envisageable. Dans une équipe, là, si le Sada se dit, OK, là, je veux tranquillement m'en aller vers une défense à 4, quand est-ce que tu fais ça dans les circonstances? Mais là, tu peux simplement aller chercher un arrière gauche là, pour te donner de la flexibilité en fonction des matchs, voire des situations de match. Puis tu construis peu à peu 2024. Tu sais, c'est pas un claquement de doigts, boum, tu bascules à 4. Non, c'est ça, mais les premières fois que tu vois ça, là, mais vraiment rare les pâquerettes, c'est en cours de match, tranquillement tu passes à 4, puis en septembre, octobre, non? Il l'a fait, il y a récemment. Il l'a fait récemment avec Chouanière qui était passé arrière gauche. Il l'a fait en cours de match, sauf que là, est-ce que vraiment c'est Chouanière qui veut mettre arrière gauche dans ce moment-là du match? Pas sûr, mais il peut faire la job, Chouanière. Mais il l'a fait, mais je pense que ce serait comme ça, effectivement. Et donc, peut-être, le connaissant un petit peu maintenant, dans certains matchs, il serait capable de sortir cette carte. Moi, si j'ajoute, ou je peux donner mon point de vue là-dessus, c'est que ça va toujours être une défense à 3 toute la saison.
Il va essayer pendant des matchs, quand il faut aller chercher le match, de passer à 4. S'il passe à 4, ça serait à la pré-saison de l'année prochaine. Donc, je le vois pas le faire là. C'est qu'il peut l'utiliser comme un outil, sachant que, bon, je veux mettre plus de joueurs offensifs sur le terrain et je peux vivre à 2. Mais je reviens à pourquoi ça a été à 3? Parce que Thierry Henry, il y avait un problème dans l'axe de la défense. Et 3, ça réglait le problème. Et là, même à 3, mais je dirais qu'ils prennent quand même des buts encore. Donc, moi, je dirais que c'est peut-être aussi parce que tu joues à 4, mais ça te donne des solutions offensives un peu plus. Là, tu peux peut-être y jouer avec un vrai ailier. Tu peux mettre peut-être Lassie à sa vraie position, qui est à l'aile gauche, et avoir un latéral qui peut pousser. Mais ce sont présentement peut-être une option qui peut faire en cours de match. Mais passer à 4, c'est potentiellement quelque chose qui peut venir pour 2024. OK, je fais une job de recrutement, OK, parce que je l'ai fait l'an passé, puis c'est devenu mon obsession aussi. Parce que le CF Montréal, sa grande qualité dans la Ligue, c'est d'aller chercher des joueurs avec des potentiels, des joueurs qui jouent pas beaucoup ailleurs, qui coûtent pas cher. Bryce Duke, la dernière occurrence, mais on peut remonter à Mihailovic ou on peut remonter à Johnston. Bref, des joueurs dans la Ligue qui pourraient avoir un potentiel de développement ou qui pourraient justement jouer un peu plus et un peu mieux aussi avec le CF Montréal. Il n'y a pas d'attaquant. Il n'y a pas d'attaquant dans cette ligue-là, à mon avis, en ce moment, qui pourrait justement, ou du moins qui a le profil pour être meilleur et pour remplir le rôle. En tout cas, je pense pas. Tu prendrais pas Campana soldé? Pardon? Tu prendrais pas Campana soldé par Campana. Écoute, Campana, je prendrais, mais ça, j'en ai discuté sur Twitter, là, Campana, qui est le joueur de l'Inter Miami. Miami, il y a de la restructuration salariale et de personnel à faire parce que Lionel Messi s'en vient. Il y a des gens qui disent que Campana serait disponible. En même temps, il est très jeune. Et je pense qu'il va peut-être vouloir rester avec Messi. Il est très bon aussi. On mesure pas à quel point. Moi, je l'ai vu beaucoup cette année, puis j'ai été impressionné. Oui, Campana, peut-être. Campana, mais il faudrait y mettre le prix. Pourquoi pas? Bon, je me ravise. Campana. Peut-être qu'il veut rester à Inter de Miami, mais peut-être qu'Inter de Miami va falloir qu'il dégage. Non, mais c'est un Américain en plus aussi. Hein. Du moins, il y a la nationalité. Enfin, il compte pas pour étranger, Campana. Moi, je doute du fait qu'il se débarrasse de Campana à Miami. Mais bon. En milieu de terrain, j'ai 4 noms. J'ai encore Andrés Perea, qui joue pas, qui était à Orlando, que j'avais suggéré l'an passé, qui joue à Philadelphie. J'ai encore Jesper Lofensen, qui est plus défensif, par contre, au Real Salt Lake. J'ai un nouveau aussi, Justin Hack, à New York. Défensif aussi, par contre. Est-ce qu'il est capable d'en donner plus, 8, box-to-box, un peu plus haut sur le terrain? Je pense que oui. Puis, juste pour le plaisir, mais il a joué beaucoup l'an passé, puis il joue plus cette année. Puis même, il a été changé de position, c'est Cam Duke. Alors, on a Bryce Duke et Cam Duke en milieu de terrain. Cam Duke qui est au Sporting Kansas City, 22 ans, qui est pas gros, par contre, qui est à peu près le gabarit aussi de Bryce Duke. Est-ce que c'est un problème? Je pense pas nécessairement. Dans ce cas-là, pour le fun, je prends Jordan et Aiden Morris. C'était le fun d'avoir de Morris aussi. Oui, il faudrait. On reste dans le réalisme. Puis, OK, ben écoute, quand même, puis j'ai des latéraux. Matt Real à Philadelphie, qu'on a vu contre le CF Montréal. Puis encore au SKC aussi, il y a peut-être un truc à faire. Logan Ndembe aussi, parce qu'ils ils l'ont remplacé comme latéral gauche aussi. Peut-être que puis il est belge. Peut-être qu'il est disponible. Définitivement. Dans ce que j'envisage, en tout cas, puis je pense qu'il correspond parfaitement à Losada aussi. Perea, ce serait bien. Parce que Philadelphie le lâcherait, surtout qu'eux, ils sont tout le temps dans un coup d'avance. Fait que là, il y a des joueurs qui partiront. Perea est déjà là. Ça, c'est autre chose, mais dans le profil, ouais, c'est très, très séduisant. Alors, voilà. Ça, c'est mes suggestions pour les bas prix. J'ai fait les ventes de garage à gauche, à droite. C'est ce que je vois en ce moment pour les ventes de garage. OK. On va faire une petite pause. On est à mi-chemin de ce balado. De l'autre côté, on va élargir un peu plus notre prisme. On va aller vers l'ensemble de la MLS, voir justement ce que les séries nous réservent, ou du moins à qui on réserve des séries aussi. On est de retour sur les ondes de 11 de Montréal pour cette deuxième partie. Frédéric Laure avec vous, en compagnie de Patrice Bernier et de Vincent Destouches. On vient de parler de ce bilan de mi-saison dans une certaine mesure du CF Montréal. Pour l'ensemble de la Ligue, bilan de mi-saison. Bon, j'ai pensé qu'on pourrait faire les trophées, mais ça serait un peu vain à ce moment-ci de l'année. Mais est-ce qu'on est d'accord que le joueur par excellence, en 2023 pour l'instant, si on avait un power ranking à faire, s'il y avait un classement,
c'est Mukhtar. Mukhtar est devant pour le joueur par excellence? Oui ou non? Pat? Non? Oui, il est devant, mais je dirais pas de beaucoup. Il continue, il a contribué à 17 buts sur 25 de Nashville. Il continue encore à donner 70% des buts passent par lui. Mais il y a beaucoup de joueurs qui ont de bonnes saisons. Denis Bouanga, même Christian Espinoza, si tu calcules à San Jose, là, il a une superbe saison. Il est juste pas un profil et il joue pas dans un marché. Puis là, tu as Lucas Zelarian qui arrête pas de péter le feu là, présentement. Là, depuis, il y a au moins une contribution à 6 ou 7 buts dernièrement. Il est à 8 buts, 5 passes. C'est juste qu'il est pas sur la sellette et Columbus est pas au haut du classement. Là, après ça, tu as Lucho Acosta qui, franchement, faut qu'il rentre dans la conversation parce que, bon, Cincinnati gagne. La façon dont il joue, parce qu'il a mal commencé, mais la façon dont il joue aussi avec la meilleure équipe de la Ligue, ça va être difficile de l'écarter. Donc, tu sais, tu as ces trois-là. Les autres, comme je te dis, c'est des dark horse, ça peut dire, là, en Espinoza, les Zelarian, c'est le reste de la saison qui va dire peut-être s'il dépasse. Mais les trois, pour moi, c'est Mukhtar qui est premier, clairement, parce que, mais pas de si loin que ça, parce que Denis Bouanga, il a connu un excellent début de saison. Et peut-être que aller jusqu'à la finale de la Ligue des Champions a peut-être un peu ralenti sa courbe. On va voir comment la deuxième moitié de saison, mais il a vraiment été, c'était lui le MVP jusqu'à quand Nashville, faut dire que Mukhtar est arrivé un peu plus tardivement là, parce qu'il était blessé. Ils ont moins de matchs aussi, les FC de jouer, fait que Bouanga, il y a encore des cartes à jouer jusqu'à la fin de la saison. Vincent, je pense qu'on vote, ou du moins que nos critères, notre façon d'aborder le prix on diffère un peu. Je voulais te rajouter, il y a Mukhtar qui est pour l'instant mon joueur par excellence, mais le joueur le plus utile, le plus indispensable à son équipe, c'est Thiago Almada pour moi, présentement. Ça te rejoint? Ouais, c'est marrant parce que je ferais l'inverse. Ah ouais? C'est vrai que... Enlève Annie Mukhtar de Nashville, Nashville, ils sont au fond de la cave, hein, pas loin. Honnêtement, c'est l'homme à tout faire. Il a quoi, 10 buts, 9 10 buts, 7 passes. C'est 17 buts sur 25 qu'il a contribué encore. Mais c'est là le problème, c'est que c'est le plus utile. Pour moi, c'est incontestable. Le plus utile au succès de son équipe, c'est Annie Mukhtar. Puis je le disais l'an dernier, on avait ce débat-là. Moi, je défendais Annie Mukhtar. Il avait 65 ou 70% des buts de son équipe, blablabla. Je sais plus qui tu disais, Fred, mais peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est que rendu là, la façon dont la saison s'enligne, je pense qu'il peut se faire coiffer pour le titre parce que si Cincinnati est l'équipe record qu'elle est sur le point d'être, j'ai du mal à envisager que la MLS ne coiffe pas Lucho Acosta parce que je pense que c'est le joueur qui se démarque le plus du titre de joueur par excellence. Mais je pense aussi que LAFC va remporter l'Ouest. Que là, ils ont moins de matchs, tu l'as dit, Fred. Et dernièrement, ça a été un peu poussif parce qu'il y avait la Ligue des Champions et le contre-coup de la Ligue des Champions la semaine dernière. Parce qu'ils font 0-0 à domicile puis ils perdent 4-0 à Houston. Vraiment, je pense que la défaite a fait mal, mais ils vont se relever. Ils vont gagner l'Ouest. Et Bouanga va en marquer plein des buts. Fait que rendu là, je pense que et Lucho Acosta et Bouanga vont avoir des solides candidatures et la façon dont la MLS fonctionne, c'est qu'ils récompensent ça. Les meilleurs joueurs des meilleures équipes beaucoup. Plus que Mukhtar qui aura été indispensable au fait que Nashville est sur peut-être le podium de l'Est. Ouais. Ceux qui écoutent souvent 11 Montréal, puis depuis longtemps aussi, savent que, Pat, notamment, tu nous dis, à ce moment-ci de la saison, on a un top 9. À mi-chemin de la saison, il y a les 9 premières équipes, c'est-à-dire les 9 qui ont accès aux séries présentement. Puis que malgré ce qu'on croit, ça bouge pas beaucoup, ce top 9-là. Alors, je veux qu'on fasse l'exercice aujourd'hui. Dans les 9 de l'Est et 9 de l'Ouest, lesquels font les séries, puis lesquels risquent de glisser aussi. Cincinnati, on va peut-être commencer par eux. Ils s'en vont vers une saison record. En même temps, est-ce que c'est soutenable? Puis c'est ça ma question, dans le fond. Ils ont gagné 11 de leurs 12 victoires. Ils ont 12 victoires cette saison. Là, 11 de leurs 12 victoires, c'est par un but seulement. Lucho Acosta, par contre, c'est relevé. Ils vont avoir un nouvel attaquant, même si Brenner a pas, ils ont perdu Brenner, mais ça n'a pas été un facteur cette saison. Cincinnati, ils continuent dans ce rythme-là ou ils ont été un peu chanceux? Ben, je dirais que oui, parce que à ce stade-ci de la saison, est-ce qu'ils vont maintenir d'être aussi performants? Peut-être pas, mais ils vont maintenir la cadence de prendre les points. Tu sais, t'as dit, ils gagnent beaucoup de matchs par un but. Rappelons-nous, là, on parlait de Cincinnati il y a juste un an, là, que la défense est un gros point d'interrogation. Et là, ils arrivent à accrocher des résultats par un but. Ça veut dire qu'ils ont réglé leur situation de mieux gagner les matchs, mieux gérer les matchs qu'avant, où c'était des déboires. On sait, contre CF Montréal, c'était 4-3, 5-4. Que
oui, offensivement, ils savaient qu'ils allaient marquer, mais que défensivement, ils pouvaient être une passoire. Et là, moi, je pense, depuis qu'ils ont réglé ça, ben, ils vont maintenir le cap de se battre pour cette première place. Est-ce qu'ils vont la soutenir parce que Philadelphie monte en puissance et ils sont habitués? Et t'as Nashville, et puis je pense qu'aussi les Revs vont revenir dans la conversation, mais je m'attends à ce que, moi, je vais te dire tout de suite, Cincinnati, Nashville, Philly, Revs, je les vois pas C'est vraiment réglé. dans Top une 4. conversation de top de bas. Les autres, c'est le top 4, ça. Et après ça, Atlanta, Columbus, il dit, dépendant de comment ils vont gérer leur, ils devraient rester où ils sont, mais ils peuvent basculer vers le bas. Mais je les vois pas vraiment pas faire les séries. Fait qu'il reste qui? C'est Orlando, DC, CF Montréal, puis tous ceux qui sont en bas. Ouais. Donc, Bon, OK. Je pense que c'est bien. Le top 4 est là. Dans le top 4, ça va peut-être bouger parce que, bon, Cincinnati, on vient d'en parler. Nashville, il y a la Mouktar dépendance, on peut appeler ça comme ça. Si Mouktar devait se blesser, ils sont dans le chenoute sur Nashville. Mais sinon, ils vont rester le top 4. Philadelphie est relancé. Il y a la Gold Cup. Il y a peut-être des Wagner, puis Carranza, puis Meglin, notamment, qui pourraient quitter ou du moins qui sont convoités par l'Europe. Mais je pense qu'on a un plan et on a assez de ressources justement pour pallier à ces départs-là. Il y a la Nouvelle-Angleterre. Hey, tu sais qu'il y a 5 équipes qui ont joué plus de matchs sur la route que à domicile. Nouvelle-Angleterre, et ça c'est dans l'Est, j'entends. Nouvelle-Angleterre est une de ceux-là. Montréal, c'est l'équipe avec le plus, et c'est peut-être le cas pour si on est honnête envers Montréal, qui sont 9e, c'est peut-être le cas pour dire Montréal est quand même une position ferme par rapport à ses dernières places au classement parce que c'est l'équipe avec 7 matchs à domicile, 10 matchs à l'étranger, donc un -3 là. Dans ces circonstances, c'est l'équipe avec la pire fiche, ou du moins le calendrier le plus débalancé dans l'Est. C'est devant DC United qui a 8 matchs à domicile puis 10 matchs à l'extérieur aussi, qui est donc -2. Montréal, c'est l'équipe qui a joué le plus de matchs sur la route par rapport à ses matchs à domicile. Voilà l'argument peut-être pour CF Montréal. Voilà. Atlanta, moi je pense que ça va fluctuer. Ils vont avoir peut-être un nouveau joueur désigné. Almada, est-ce qu'il reste, est-ce qu'il part? Columbus, match sur la route. Fait que Columbus, Atlanta, on peut les mettre, Vincent, t'es d'accord? On peut les mettre comme dit Pat en série? Ils descendent pas 10e et 11e, là. Au ça. pire, même s'ils baissent un petit peu, ils sont dans les séries. C'est 9 équipes qui passent. Mais pour moi, le top 6, il y est. Et attention à Orlando, parce que on parle pas d'eux, mais ils sont 7e. Avec déjà 3 points d'avance sur le 8e et 2 matchs en moins. Ils ont juste 16 matchs de jouer, Orlando. Fait que si tu regardes toutes les équipes qui les devancent, ils ont moins de matchs, Orlando. Fait qu'on parle pas d'eux, ils passent anonymement dans les conversations, mais tu peux te retrouver très rapidement avec un top 7 qui commence à se dégager. Et là, ça rendrait, je trouve ça un peu tôt pour qu'il y ait un top 7. Fait que j'ai pas envie d'en parler de ça. Je suis d'accord avec le top 4. Moi, je pense qu'Atlanta et Columbus y sont, fait que ça devient top 6. Mais à voir le calendrier d'Orlando, c'est vrai que c'est tentant de dire, OK, il y a 7 équipes qui sont déjà très, 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 très bien parties ou qui sont en position avantageuse. Ils sont mauvais à domicile, Orlando, hein? 3 victoires, 3 défaites. Mauvais à domicile, Orlando, pour l'instant. 3 victoires, 3 défaites, 3 matchs nuls. Et de ce point de vue-là, je suis d'accord avec toi pour Montréal. Et puis, j'ai fait le petit exercice l'autre jour de dire, oui, il leur reste 10 matchs à domicile et 7 sur la route. Alors, on peut s'obstiner sur la qualité des adversaires. Mais jusqu'ici, au 14 juin, Montréal est la 2e meilleure équipe à domicile de toute la ligue. 2,57 points par match remportés à domicile. Il y a que Cincinnati qui fait mieux. De toute façon, c'est 3 points de moyenne. Ils ont remporté tous leurs matchs, 9 sur 9. Mais Montréal, 6 victoires, 1 défaite. C'est le 2e meilleur ratio de toute la MLS. Fait quand on entrevoit qu'à partir de maintenant, ils ont 10 matchs à domicile, alors oui, il y aura des matchs pas faciles. Tu vas recevoir des bonnes équipes. Peut-être que tu n'auras pas aussi bons résultats. Mais sur papier, il y a la place pour aller en série et prendre peut-être une des 2 dernières places qualificatives qu'on vient de mentionner. Pas dans ce qui reste, de ce qui est pas en série. Parce que là, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il reste 3 places en série éliminatoire. Puis ça va jouer entre Orlando, DC United, Montréal, Charlotte, les Red Bulls, TFC, NYCFC, puis moi j'enlève Chicago, Miami. Là, c'est fini, même si Messi arrive. Là. On sait jamais. Attention. Toi, Nicolas Lodero, hein? Nicolas Lodero. Messi, il peut faire puis après là, tous ses amis sont en train d'arriver. Là, les bagages sont lourds de Lionel Messi. Hein. Il y a du monde dedans. Ça va être trop lourd. Mais okay. Non. On verra. Mais enlevons pour l'exercice maintenant. OK. Non, mais ils sont out, là. Je te niaise, là. Miami, non.
Miami, Chicago. Non, mais je suis d'accord parce que c'est vrai que ces bagages sont lourds puis qu'à un moment donné, ça pourrait... en même temps, je doute justement Moi aussi, je Non, doute. mais je suis combien de matchs il va jouer, il va-tu repartir, il va-tu prendre un autre break, il va-tu... Bref. Ils ont pris du retard, hein. Enfin, c'est difficile à comprendre à un moment donné. D'accord OK. avec toi, là. Puis, donc, son parti sur un record de défaites en cette saison à MLS, là. Ça nous donne 4 équipes qui sont pas en série, Charlotte, les Red Bulls, Toronto puis New York. Là-dedans, qui te fait peur, qui peut remonter en série? Bah, New York. New York City. Qui pense sincèrement que New York va pas bouger cet été? New York City FC. Oui, New York City FC. Moi, New York City me fait peur dans l'histoire. C'est pas normal qu'il soit là. Déjà, c'est pas normal en soi. Mais de toute façon, ça, on l'avait dit l'an dernier déjà. Tu sais, je sais rien contre l'entraîneur en place. Mais, tu sais, il s'est mis dans la position où il allait être prolongé parce qu'il est allé en finale d'association. Est-ce que c'était vraiment le meilleur entraîneur pour l'équipe? Pas sûr. Puis ça se reflète cette année. Maintenant, je suis convaincu, personnellement, qu'ils vont recruter. Ils ont les réseaux en plus, pour s'améliorer cet été. New York City, je pense, va faire une remontée dans la deuxième partie de l'année. Mais de toute façon, le mercato va changer bien des choses. Tu parlais de Cincinnati plutôt. Est-ce qu'ils sont capables de garder Vasquez? Est-ce que même si Vasquez reste, est-ce qu'il s'est passé des trucs qui fait que il y a 2-3 joueurs qui commencent qui sont plus trop dedans parce que dans les coulisses ça bouge. Toronto, qu'est-ce qu'ils font exactement aussi? Bref, c'est dur de prédire sur certaines de ces équipes exactement comment la deuxième partie de la saison va tourner, mais je pense qu'on peut parier sur les équipes qu'on a quand même mentionnées un peu plus tôt. Mais dans les équipes en bas, New York City me fait assurément très très peur. Oui, il y a une Nouvelle-Angleterre qui va remonter. Hein. On est dans ceux qui remontent dans les séries. Vas-y, Pat. Non, moi j'ai un pressentiment de Toronto. Une fois que tout le monde va revenir en santé, puis tout le monde revient en santé, ils vont engendrer des points un peu plus qu'ils font, puis ils vont, avec ce qui se sont produits, puis qu'ils ont réussi à maintenir d'être proches, je pense qu'ils ont les atouts sur papier d'une équipe qui peut se battre pour une place en éliminatoire. Oui, mais on est d'accord, mais ce qui les ronge, c'est bien les blessures naturellement, mais c'est le vestiaire aussi. Est-ce qu'ils ont réglé? Est-ce que l'abcès est crevé? À Toronto, tu les as vus plus souvent que nous autres dernièrement. Est-ce que tu penses que... Dans ce qu'on m'a dit, c'est que là-bas, tout va bien. C'est juste qu'ils savent que, il y a des joueurs qui... Puis moi, ce que j'ai vu des derniers matchs, si vous les avez pas vus, Lorenzo Insigne, je l'ai jamais vu jouer aussi bien. Ou du moins, être impliqué offensivement et défensivement. Bernardeschi, lui, est en manque de confiance. Ça, c'est une autre chose. Mais je dirais Lorenzo Insigne, son langage corporel est beaucoup mieux que ce qu'on a vu le gars qui est venu jouer à Montréal il n'y a pas trop longtemps. Et donc, ça me donne... Là, eux autres, ils ont vraiment besoin d'un attaquant. Parce que CJ Sapong, c'est pas la réponse pour eux autres, malheureusement. Mais puis ils ont été investir sur lui. Donc, ils ont CJ Sapong, il a déjà demandé, il y a Akinola, il y a John Dricker qui fait pas pire, mais je pense plus sur le côté attaquant de pointe. Mais c'est une équipe qui, sur papier, tu regardes les matchs, ils perdent des points, eux autres. Tu sais, comme les premiers mi-temps, là, tu te dis, ils devraient gagner le match 2-0. Puis le deuxième match, qu'est-ce qui arrive? Ça finit 1-1. Et donc, je vois qu'il y a quelque chose dans la balance d'une équipe qui pourrait faire ce penchant-là et d'engendrer 2-3 victoires Moi, c'est le sentiment que j'avais pour Toronto. On a les 3 premiers matchs, on a décrit les 3 premiers matchs, j'avais 5 mois. Puis c'est vrai qu'au début, tu dis, cette équipe-là joue bien ou est capable de bien jouer. Puis elle est peut-être en contrôle, mais ça finit 1-1 où ils perdent le match à la toute fin. Astérix, Richie Laryea, s'il ne revient pas, c'est une autre histoire. Là, je te dis tout de suite. C'est parce que lui, ils sont très unis. Donc, dans ce que tu as dit, moi, j'en ai déjà parlé l'an dernier parce qu'il était, avant le début de la saison 2022 parce qu'il n'avait pas encore re-signé. Mais à ce stade des choses, Ayo Akinola, c'est une opportunité à saisir pour n'importe quel club MLS. Si t'es Olivier Renard, en plus, que t'aimes bien ce genre de projet, il est pas titulaire, c'est pas le préféré de l'entraîneur, et en plus, ils veulent recruter à ce poste-là. C'est à un moment donné, à quel point ça peut être plus évident. Alors oui, il y a les blessures ici et ça. À quel point tu veux investir sur lui? Mais je parle pas juste de Montréal. En MLS, moi, je m'intéresserais vraiment à Ayo Akinola. Il y a un profil... C'est intéressant, je vais le rajouter à ma liste de vente de garage aussi. Avec Campana intéressant. Puissance en profondeur, là. C'est un gars qui a besoin d'être relancé quelque part d'autre. Okay. Si on passe à l'Ouest, il nous reste un peu de temps pour faire l'Ouest. On a fait un top 4. Est-ce qu'il y a un top 3 à l'Ouest? Je pense qu'il y a un top 3. LAFC, moi aussi, je pense qu'ils vont gagner, LAFC. Seattle, mis à part les blessures, ils semblent être assez en forme et ils n'auront pas 8 compétitions. Puis Saint-Louis, je pense qu'on a assez là,
On a assez d'occurrences pour se rendre compte que c'est pas juste de la chance, Saint-Louis. Ils ont une équipe qui est bien structurée aussi, avec un recrutement qui est assez intéressant. Donc, le top 3, je mets pas Dallas, je mets pas San Jose non plus là-dedans. Ça vous va? Ouais. Oui? OK. Je suis pas sûr que Saint-Louis finisse troisième, par exemple, mais en tout cas, je les vois en séries éliminatoires assurément. Fait que dans l'esprit, je mets top 3, mais on verra sur le positionnement. Mais là aussi, hein, il y a quand même, tu dis, tu veux pas mettre Dallas et San Jose, mais ça commence à se dégager un peu. Je pense que tu peux compter sur le fait que ces deux équipes-là, Ils sont pas loin, mais c'est le ventre, c'est le milieu du classement dans l'Ouest, tu ou les du vois moins. glisser 10e et 11e. Pardon? Tu les vois glisser 10e et 11e, Dallas, ne pas se qualifier en séries éliminatoires? Ah non, mais je les vois pas prendre le top 3, à l'inverse. Non, mais top 3, je te dis, moi, je m'aventure pas dans le classement, mais c'est plus quelles équipes se qualifient. OK. Moi, je vois Saint-Louis. Écoute, Ouais. je peux concevoir que Saint-Louis glisse, mais pas en bas de la 5e position. Moi, en ce moment, ce que je vous dis, c'est que je serais prêt à parier en LAFC 1, Seattle 2, puis Saint-Louis 3, moi. Je serais prêt à parier ça. Mais comme je te dis, je m'intéresse pas au classement. Je te dis qui va en série. Je pense que Saint-Louis est peut-être troisième et peut-être quatrième, cinquième. Je veux dire, ils sont en série, mais je sais pas à quelle place. Mais je pense pas qu'ils sont obligatoirement sur le podium. OK, on peut mettre, où on va trouver un chemin de l'entente, là, c'est Dallas et San Jose aussi en série. Fait que il y a 5 équipes en série, assurément, dans l'Ouest présentement. Est-ce que là, là, c'est intéressant. Vancouver, Houston, Portland et Sporting Kansas City. Ce sont les positions de 6 à 9. Vancouver, c'est l'inverse de Montréal. Si Montréal est moins 3, c'est-à-dire 7 matchs à domicile puis 10 matchs à l'étranger, Vancouver, c'est 10 matchs à domicile, 7 matchs sur les terrains adverses. Donc, techniquement, dans le rythme où, si on en croit la logique MLS, Vancouver va glisser. Est-ce qu'il va glisser en bas de la 9e position, d'après vous? Non, moi je pense que ce que j'ai vu de Vancouver cette saison, ils maintiennent d'une bonne équipe, dangereuse offensivement. Là, après savoir est-ce qu'ils vont être capables de pas encaisser certains matchs, mais je les vois moi le faire l'éliminatoire. De ce que j'ai vu là, les matchs, et les adversaires contre qui ils ont affronté, puis ils ont été capables de mesurer toe-to-toe, coude à coude là contre ces équipes-là. J'ai vu le match à Portland. Je vois que c'est une équipe qui, cette année, qui est faite pour les éliminatoires, ou faite pour rentrer dans les éliminatoires. Et donc, moi, je vois Vancouver faire les séries. Là, c'est Dynamo, Houston, je sais pas, parce qu'ils partent de loin. Ils sont bien, ils vont bien. Mais Moi, je les ai toujours haïs, puis toujours haïs regarder le Dynamo de Houston, mais je dois leur donner. C'est une équipe solide. Moi, je les vois en série, Houston aussi. Ouais. Moi, je suis pas sûr pour Vancouver, je vais vous le dire, là, je vais différer. Je suis pas sûr. Parce que c'est ça, ils ont 10 matchs à domicile, puis ils ont 22 points, seulement 2 points d'avance, par exemple, sur le 11e. C'est 3 points d'avance sur le 12e qui est Austin. Je pense pas qu'ils ont assez capitalisé sur ça, que les écarts sont très, très restreints, que Minnesota vient de récupérer Reynoso, puis on a vu toute la différence que ça pouvait faire à Montréal quand Reynoso est sur le terrain et Minnesota n'est qu'à 2 points de Vancouver et c'est la première équipe qui est en dehors des séries. Je dis pas que Vancouver va pas y être, mais c'est tellement serré dans l'Ouest, comme dans l'Est, que il suffit d'un match un ou deux matchs pour glisser 12e. Et en l'occurrence, ils ont eu l'opportunité de se mettre un peu à l'abri, un peu plus à l'abri, et ils l'ont pas fait. Donc ils sont vulnérables. À mes yeux, ils sont vulnérables. Minnesota, d'ailleurs, c'est l'inverse. C'est la même fiche, du moins à domicile et à l'étranger, que Montréal. 7 à domicile, 10 à l'étranger. Ils reprennent Reynoso. Et ils devraient avoir Temu Pukki aussi qui s'amène devant. Dans les 5, Pat, 1, 2, 3, 4, 5, il y en a 5 qui sont pas en série. Minnesota, RSL, Austin, le Galaxy puis Colorado. Laquelle est la meilleure de ces équipes dans ce 5? Minnesota, je les ai vus jouer. Ils créent des occasions, puis ils se sont maintenus sans leur vedette, puis ils vont aller en chercher un autre. Et de toute façon, de ce que j'ai compris, ça c'est fait. Là. Luis Amaria est parti parce qu'on veut faire de la place. Exactement. Et puis en plus, il y a Sang Bin qui est pas mauvais, qui est un jeune joueur. Je vais pas dire que c'est sur lui qu'ils vont compter, mais je veux dire, c'est un autre outil offensif que je pense qu'il va apporter. Je l'ai vu jouer, il y a quoi d'intéressant. Minnesota, puis tu l'as dit, il faut ils vont jouer à domicile. Alors, vous avez été à Minnesota, le stade est bien là-bas. Je crois que c'est une équipe qui va monter au classement parce que leurs joueurs sur lesquels on compte à faire la différence arrivent. Et les autres vont leur gagner quelques points nécessaires pour la fin de la saison. Puis ils sont en plus, les autres joueurs qui sont un peu
Rosales, qui joue par défaut, je dirais. Parce qu'il doit jouer un 11, vu qu'il lui manque quelques joueurs, mais dès que ces 2-3 gars-là vont être là, Reynoso, il est là, mais dès que les autres vont arriver, leur offensive va être vraiment encore plus dangereuse, puis ils sont déjà menaçants sans ces joueurs-là présents régulièrement. Ça veut dire que Austin va prendre la plus grosse débarque de l'année 2023. Moi, je suis d'accord avec ça pour l'instant, parce que tu vois, des fois, tu as des équipes qui sont mal classées, mais tu te dis, OK, c'est juste les blessures aussi, ça, machin. Mais ils sont vraiment pas bons, par contre. Ils ont perdu un truc. Il y a un truc un peu fondamentalement cassé. Fait que j'arrive pas, ils pourraient, revenir. Ils sont pas loin. Je viens de dire, ils sont à 3 points de Vancouver. Fait que c'est pas infaisable pour Austin. Mais j'ai du mal à parier sur Austin plus que sur Minnesota, comme a dit Pat, pour toutes les raisons qu'il a évoquées. Je suis 100% d'accord. Moi, je suis d'accord avec toi. Puis il y a Dri aussi, en passant, qui revient, par contre. Mais Dri aussi, avant sa blessure, a pas eu la superbe de la saison dernière. Mais justement, c'est un joueur qui, l'année dernière, rappelez-vous, c'est toi, je pense, Vincent, qui mentionnait, c'est expected goals. Ouais. Le but qu'il fait. Fait qu'il a fait des buts qui ont gagné des matchs qui n'étaient pas prévus. Donc, tu sais, mais là, cette année, il n'est pas dans le même moule qu'Ali Mukhtar, qui lui continue à performer. Tandis que Durussi, ça tarde. On sait jamais, on sait bien fin de saison, on en a vu des équipes qui enchaînent 6-7 victoires où ils perdent pas sur 10 matchs. Mais Austin, moi, j'ai vu quelques matchs. Il y a beaucoup de matchs, je te dis, ils sont pas supposés de perdre ce match-là, puis ils finissent par perdre des points bêtement contre plusieurs équipes. Ça va les rattraper pour moi vers la fin. Ah, puis un petit point, pareil, une équipe dont on parle pas. Je dis pas que je parie sur eux, mais j'adore que Salt Lake soit allé chercher Chicho Arango. Ouais. Pareil, ils sont exactement au même nombre de points que Minnesota, 20, donc à 2 points de Vancouver. Mais ils font un recrutement qui est intelligent, qui les emmène sur un cycle sportif de plusieurs saisons et qui peut les propulser. Ça, c'est les 2, 3, 4 points que Arango peut aller chercher en fin de saison qui les qualifie versus Vancouver. C'est possible. Ouais. Chicho Arango, qui est l'ancien attaquant du LAFC, qui marquait des buts à pelleter, finalement, qui revient en MLS. Ouais, mais en extrêmement bon recrutement de la part du RSL. Il faudra voir à quel point ça va porter ses fruits. Ouais. Dans tout ça, peut-être que RSL est aussi une des équipes, sinon la plus dangereuse de tout ça. Hey, on va finir là-dessus. On vient de parler de Minnesota, je voulais partager ça. Et on va finir là-dessus. Ça va être cocktail pour finir. Peut-être que les gens sont à l'apéro qui nous écoutent. J'ai parlé à Adrian Heath avant le match contre Minnesota, puis je trouve ça intéressant pour ceux qui écoutent 11 Montréal de savoir ça, c'est que Adrian Heath, puis Pat, ça va peut-être sonner des cloches, c'est un des seuls entraîneurs, sinon le seul, qui invite les entraîneurs adverses à prendre un verre après le match. C'est un truc super anglais, parce que c'est un anglais d'origine, Adrian Heath. Dans le championnat anglais, à l'époque, je pense que ça se fait un peu moins, mais à l'époque, on invitait les gaffers se rencontraient, surtout Sir Alex Ferguson notamment, autour d'une bonne bouteille, puis on échangeait, on parlait 20, 30 minutes, 1 heure, ça dépend pour plusieurs. Adrian Heath, je pense que c'est pour ça aussi qu'il est apprécié dans la confrérie des entraîneurs, parce qu'il paye le drink. Et je lui ai demandé, j'ai fait le quiz à Vincent, Vincent sauf pas les réponses, mais il dit qui a le meilleur palais parmi les entraîneurs de la MLS, qui a le meilleur justement, a bon goût en termes de vin. Et il m'a répondu un entraîneur qui vient d'un pays qui est quand même producteur, qui vient pas des États-Unis, qui est un producteur de vin aussi. Est-ce que tu as une idée? Ouf. La Ligue. Il est plus entraîneur. C'est difficile. Il est plus entraîneur. Il est plus entraîneur en MLS. Ah, OK. C'est un joueur. Puis, écoute, il y avait du goût. Que lui, il a croisé à travers le temps, là, pas juste. Oui, exactement. Je sais pas si ça remonte pas si loin. Il y avait du goût, puis ses préférences tactiques étaient aussi pour le moins particulières. C'était pas un gros marché, c'est dans l'Ouest. Mathias Almeida, l'ancien entraîneur de San Jose, qui est argentin aussi. Alors, il lui a servi, à ce qui paraît, un vin français, puis Almeida était comme... Ça, je peux confirmer qu'il est fait, parce que je les ai vus, parce que je connais Mark Watson, là, fait que j'ai vu, quand j'ai fait Minnesota-Toronto, j'ai vu le staff de Toronto sortir de leur bureau, là, puis après la jasette qu'ils ont eue, là, donc Bob Bradley fait ça aussi, c'est ça que tu nous dis? Non, mais je veux dire, j'ai vu à Minnesota, Toronto, être là dans le bureau, puis finir sortir donc je peux confirmer ce que tu dis, c'est bel et bien vrai. Puis, à ce qui paraît aussi, pour la petite histoire, Gio Savarese aime bien le Porto aussi. C'en a un autre qui a bon goût aussi en MLS. Alors, si vous recevez Gio Savarese
souper, il faut lui servir du Porto. C'est l'entraîneur des Timbers de Portland aussi. Tiens, Shaq, Mary and Kill, Pat, rosé, blanc ou orange? Dernièrement, je suis pas mal rosé. Donc, Shaq, rosé, Mary, orange ou blanc? Orange? Attends, je pense qu'on a déconcentré. Puis Kill, blanc. Vincent, t'es correct avec ça? Non, je me marie avec le rosé, moi. OK. Puis tu Shaq, quoi? En ce moment, orange. Oh, OK. OK. Ça m'embête pour le vin blanc, mais c'est la forme du moment. Moi, non, moi, ça me va aussi. Ça me va aussi. Ça, c'est bon, très bien. C'est une bonne façon de finir cette balado-diffusion du 14 juin. Vous parviendrez peut-être à votre oreille. Rosé, voilà, on y va. Ben oui. Ben oui, c'est ça. Quand il fait chaud. On ouvrira les trois, en fait. On ouvrira les trois. C'est pas tant que c'est bon, il y a pas de problème là-dessus. OK. Merci pour ça, Patrice Bernier, Vincent Détouche. Merci, messieurs. Merci à tout le monde. On se retrouve très bientôt. Merci de nous télécharger. Merci à notre producteur Kevin Laramé. N'hésitez pas à nous envoyer des commentaires. On les lit, que ce soit sur YouTube ou sur les autres plateformes de balado-diffusion. Vous pouvez naturellement nous rejoindre sur les médias sociaux, particulièrement sur Twitter. C'est notre média social favori. On est un peu old school de ce côté-là à 11 Montréal. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine. Merci encore d'avoir été avec nous. D'ici la prochaine fois, portez-vous bien.